Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la pile. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo critique, on a du pain sur la planche aujourd'hui, j'ai plein de jeux dont j'ai envie de vous parler. Il y aura Scoville, un jeu où on récolte des piments, Tirnanok, dont la mécanique m'a fait penser à un vieil Istari, et même une autopsie de Rezafa. Un Vladimir Suchy qui n'est pas nul, est-ce encore possible? Réponse dans cet épisode de la pile. Allez, on débute avec quelques mentions honorables, et je vais d'abord vous parler de Trailblazers. Là, c'est l'édition Pocket qui est arrivée chez Matago en version française. C'était chez Bitewing Games à la base, un éditeur qu'on aime beaucoup. Ils ont fait notamment Shuffle and Swing et Bebop. Édition au top, super bien pensée, avec un petit mousqueton pour l'accrocher à sa ceinture. Et ce jeu, il m'a été recommandé par Sylvain. J'étais hyper enthousiaste à l'idée de le découvrir. Donc tout rentre dedans, hein, les cartes, les jetons qui proviennent d'une extension. Et Trailblazers, ça va vraiment être un jeu de puzzle visuel. Ça va très bien se pratiquer en solo, hein. On a des petites fiches comme ça avec des défis à remplir. On peut le jouer en compétitif, on va chacun faire son tableau et jouer dans son coin. Il va juste y avoir une petite course aux objectifs, comme souvent dans ce genre de jeu, comme dans la guilde des expéditions marchandes par exemple. Dans celui-ci, on a des bases de départ qui montrent trois types de terrains différents. On a des sentiers de kayak, des chemins de randonnée en brun, et puis des chemins rouges qui représentent le vélo, le cyclisme. Et ces cartes, on va petit à petit les placer dans notre tableau avec une mécanique de draft pour essayer d'optimiser le mieux possible, de faire des chemins dans les trois catégories qui soient les plus longs possibles. On cherche à faire des boucles en fait, à faire un chemin qui passe par le plus de cartes et qui revient au point de départ. Alors pour moi, c'est le genre de jeu qu'on va pratiquer plutôt en solo pour pouvoir se poser dans la réflexion. En multijoueur, il y a une mécanique de draft, mais franchement, si vous parvenez à contre-draft dans ce jeu, donc à voir ce dont a besoin votre adversaire pour lui prendre la carte qui l'aurait intéressé, faire ça tout en faisant votre tableau, franchement, vous êtes très fort. C'est un jeu qui m'a fait penser à Sprawlopolis, aussi appelé Megalopolis en version française dans les microgames de chez Matago. C'est le genre de jeu où tout est possible, parce qu'on peut recouvrir les cartes, on peut vraiment avoir plein de possibilités dans le placement. Et moi, ça m'explose complètement la cervelle. Si je dois analyser toutes les possibilités, je tombe forcément dans une paralysie. Je suis voué à faire un truc nul. Vraiment, le fait de pouvoir superposer, ça fait qu'il y a trop de possibilités pour moi. En plus, le tableau n'a pas vraiment de limite, donc il va vraiment se faire sur l'espace dont vous disposez sur la table. Et moi, j'ai besoin d'un cadre, en fait, dans ce genre de jeu. Je suis assez mauvais en perception visuelle, et le puzzle est vraiment trop complexe. C'est pas à mon niveau. Alors attention, hein, c'est une édition voyage, mais elle prend de la place. La petite extension des animaux, elle va encore apporter des dilemmes en plus, parce qu'on peut placer des animaux sur certaines cartes lorsqu'ils apparaissent, mais si on les place, on ne pourra plus du tout recouvrir la carte, donc on doit bien y réfléchir à deux fois. Voilà, vraiment, c'est trop pour moi, c'était beaucoup trop intense, mon cerveau a fondu. Mais si vous appréciez les jeux de puzzle visuels, les jeux où on doit créer un chemin et arriver à avoir la meilleure façon possible d'agencer nos cartes, celui-là, je pense, dans sa catégorie, est vraiment très très solide. J'ai aussi reçu l'extension de Earth qui s'appelle Abondance et qui franchement porte bien son nom. Déjà, elle propose de jouer à Earth jusqu'à 6. Qui a envie de faire ça, je ne sais pas. Personnellement, Earth, moi j'y joue à 2 pour pouvoir surveiller le tableau de l'adversaire et comprendre les activations et comprendre les implications des activations que je vais enclencher. Je pense qu'à 6, ça devient impossible d'aller voir de quoi est composé le plateau du joueur qui est là-bas à l'autre bout de la table. Déjà, quand j'y jouais à 5, c'était franchement très très compliqué. Et puis, Abondance, c'est du more of the same. On va avoir de nouvelles cartes climat, de nouvelles cartes faune, de nouvelles cartes écosystème. Et chaque joueur va aussi avoir un nouveau plateau, le plateau Abondance, qui lui permet de stocker encore plus de ressources, et il y a notamment une nouvelle ressource, les graines, qui permet des conversions d'un petit peu tous les sens. On peut payer des germes pour avoir des graines, et puis après ces graines, on va pouvoir à nouveau les transformer en monnaie, en cartes qu'on pioche, en cartes à mettre dans sa zone de compost. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mécanique qui m'a fait penser à Race for the Galaxy, qui permet d'aller chercher une carte précise dans la pioche, ou en tout cas une catégorie de cartes, en échange d'un jeton graine. Donc ça compense un peu le fait que le deck de cartes soit encore plus volumineux, que ça soit encore plus difficile d'aller chercher les cartes qui nous intéressent dedans. Donc c'est une extension en fait qui rend Earth encore plus permissif qu'il ne l'était déjà, c'est-à-dire que maintenant si vous avez des germes qui ne peuvent pas être accueillis par les cartes de votre tableau, vous pouvez les déplacer sur le plateau Abondance, donc ça fait vraiment exploser les possibilités,
Et je vais dire que moi, ça devient un petit peu trop pour moi. Je trouve que déjà, Earth était un jeu qui allait très très loin dans la permissivité laissée aux joueurs, au point de parfois avoir 20 cartes en main, 30 cartes de dans sa pile de compost, et ça devenait un petit peu absurde, on savait plus trop où donner de la tête. Bah, là, j'ai trouvé qu'on était encore un cran au-dessus, et je sais pas dans quelle mesure des gens ont envie et besoin d'extension pour ce jeu, mais pour moi là on a dépassé le plafond de verre. Il y a un mode par équipe néanmoins qui a ajouté, qui doit être assez intéressant. Maintenant ça reste difficile de réunir les joueurs pour pouvoir s'y essayer. Donc voilà, sachez que ça existe, que ça fait exploser tous les potards. C'est allé un petit peu trop loin à mon goût. Et enfin, j'avais promis de vous parler de 50, le mini-games. Alors 50, je le mets dans les mentions honorables parce que je sais vraiment pas comment me prononcer dessus, dans le sens où je l'ai fait essayer à des gens qui ont trouvé ça absolument nul. C'est-à-dire qu'on a commencé la partie, on était 7, et dès la manche 2, il n'y avait plus que 5 joueurs, il y en avait 2 qui avaient abandonné, qui ont dit franchement qu'est-ce que c'est que ce jeu. Et à l'inverse, j'y ai joué avec Hamza et Sylvain, en pleine nuit sur les coups de 2 h du matin, et ils ont crié au génie, ils ont trouvé ça absolument fabuleux. Vous verrez ça d'ailleurs très bientôt dans une vidéo de débriefing de notre dernier marathon jeu. 50, c'est une espèce de bingo twisté, on va écrire 5 nombres sur notre feuille entre 1 et 49, et puis on va compter 1, 2, 3, et dès qu'on a un de ces nombres, on l'annonce, et puis on va scorer après pour chaque nombre que l'on parvient à compter sans qu'on nous reprenne la main. C'est extrêmement simple, il n'y a presque pas de jeu, et donc le plaisir va venir du fait de reprendre la main aux autres, de leur faire des sales coups qu'on a prémédités évidemment, mais sur lesquels on n'a aucun contrôle vraiment, un petit peu comme dans un The Number, c'est un jeu qui va diviser. Certains vont y voir vraiment une simplicité abyssale, et d'autres vont trouver ça justement génial, c'était pur. Donc je pense que ça dépendra vraiment des gens avec qui vous jouez, de l'ambiance qui sera créée autour de la table. Je pense qu'il ne faut pas du tout y jouer jusqu'à 7, que c'est une erreur de le monter à 7 joueurs, parce que là, ça va vraiment uniquement créer de la frustration, on va uniquement se faire reprendre la main et jamais arriver à avoir ce côté jouissif de scorer petit à petit. À mon avis, c'est idéal à 5 joueurs par là. Je dis ça et Sylvain et Hamza ont trouvé ça absolument génial à 3 joueurs. Donc vraiment, je sais pas comment me positionner. Moi, je trouve ça amusant pour peu que je sois entouré des bons joueurs, mais je comprends tout à fait les personnes qui m'ont dit qu'elles passaient complètement à côté et qu'ils n'y voyaient pas d'intérêt. Le mieux sera encore de l'essayer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu qui laisse pas indifférent et qui a ceci de génial qu'il arrive à créer une expérience ludique potentiellement explosive à partir de quasiment rien du tout. On démarre la pile proprement dite et je vais commencer par vous parler de Color Words. Color Words, c'est un petit jeu de mots. On doit remplir une grille en utilisant les bonnes lettres et en les plaçant sur les bonnes cases. Le jeu va à chaque tour donner 3 lettres qui sont associées à une couleur. Et on va avoir 1 minute 30 pour essayer de penser à un mot qui utilise le plus de ces lettres possible, et si possible en les plaçant sur les bonnes couleurs. Donc dans la grille, il y a des alternances entre le rouge, le bleu, le jaune. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un mot croisé, donc on a 6 manches, on va devoir trouver 6 mots au total, et on ne va pas du tout pouvoir réutiliser les lettres d'un mot précédent pour en former un nouveau. Au contraire, petit à petit, notre grille va se remplir, on va pouvoir écrire dedans que de gauche à droite et de haut en bas, on va jamais pouvoir revenir en arrière sur cette grille, et on va devoir faire avec l'espace qu'on se laisse à nous-mêmes. C'est un jeu qui est en soi solitaire, il n'y a pas du tout d'interaction, c'est plutôt le plaisir de réfléchir ensemble en simultané, d'essayer d'être le plus fort sous la pression du sablier, d'aussi se féliciter les uns les autres pour les mots un peu ambitieux qu'on a trouvés. Il y a plein de bonnes idées, notamment le fait qu'on pioche une carte de bonus optionnel qui va par exemple nous donner potentiellement une contrainte thématique, ou nous dire si tu arrives à terminer ton mot sur une lettre rouge, tu vas avoir un petit bonus de 2 points, tu dois faire un virage à cet endroit-là dans ton mot, etc. Mais tout ça, c'est vraiment facultatif. On peut choisir de l'ignorer si on a en tête un mot qui est plus juteux, qui score davantage de points sans respecter la contrainte. Donc on a finalement assez de liberté dans tout ça. On est livré à nous-mêmes, alors ça peut être assez frustrant, hein, on peut être très embêté par le fait de ne pas trouver de mots qui conviennent, etc. Et sous la pression du temps, tant pis, on met un truc
un peu nul et on peste contre soi-même, mais au final c'est pas grave parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Une des dernières très bonnes idées, c'est que la personne qui aura le plus rempli sa grille à la fin marquera 5 points de victoire que les autres n'auront pas. Donc c'est la seule petite interaction, chafouinerie du jeu. On essaye de vraiment optimiser au mieux sa grille, de faire les mots les plus longs possibles, et en même temps, on va peut-être se piéger nous-mêmes à force d'occuper un maximum de cases. En fin de partie, on n'aura plus l'espace pour écrire ce mot qui nous aurait fait tellement de points. Donc je l'ai déjà fait énormément tourner. On peut y jouer tout seul, on peut être jusqu'à 6 en même temps. Encore une fois, il n'y a pas spécialement d'interaction au sens premier du terme dans le gameplay, mais il y a le plaisir d'avoir le même défi ensemble. Ça va très vite, on commente les mots des uns des autres, on se chambre un petit peu, etc. Je trouve ça très rafraîchissant, très solide dans les jeux de mots. C'est pas pour tout le monde, il y en a que ça va frustrer, mais moi j'ai vraiment bien aimé Color Wars. Je trouve aussi que le graphisme de Jérôme Soleil est très réussi, très lisible. Color Wars, il vient démarrer la pile. Je vais ensuite vous parler de Conservas. Conservas, c'est un jeu de pêche, un jeu solo de Scott Helms avec une dimension backbuilding. Donc on a un sac dans lequel on a les différentes espèces de poissons dans la mer. Tout se passe en suivant un livret de scénario qui va représenter les 12 mois d'une année et qui vont aller évidemment crescendo concernant la difficulté et potentiellement la complexité des règles. En tout cas, plus on avance, plus on va avoir des espèces de poissons, de crustacés, etc. différentes à gérer. Scott Helms, moi j'ai du mal avec ses designs, notamment ses jeux solo à base de backbuilding. Moi j'avais joué à Warp's Edge et je le trouvais assez pénible dans les manipulations. Je l'avais lâché assez vite, hein. Moi je suis assez exigeant en jeu solo, c'est pas mon habitude de jouer solo, donc il faut vraiment que le jeu soit solide pour me tenir en haleine sur le long terme. Ici, j'appréciais la thématique des poissons, l'idée qu'on est dans une conserverie, qu'on va devoir choisir entre pêcher et vendre au marché. Et en fait, c'est un jeu qui est intéressant en ce qu'il est politique dans son propos. C'est-à-dire que pour réussir la partie, un petit peu comme dans un Ark Nova, vous allez devoir trouver un équilibre entre un objectif financier, de je veux faire des conserves de poissons, je veux pêcher pour me faire de la thune et vendre tout ça au marché et atteindre un certain seuil de pépettes, et un objectif de conservation, c'est-à-dire que vous allez devoir éviter d'assécher la mer, vous allez devoir éviter la surpêche, et donc il va bien falloir peser le pour et le contre entre les poissons que vous pêchez et ceux que vous rejetez à la mer, parce qu'à la fin de chaque tour, tous les poissons que vous n'avez pas pêchés vont se reproduire. Vous allez compter le nombre de jetons qu'il y a encore dans l'océan pour chaque espèce, et vous allez en ajouter de nouveau au sac. Le nombre de jetons qui reste, -1, c'est le nombre d'enfants qui vont être générés, et donc ça vient réinjecter des jetons dans le sac. Évidemment, ceux que vous pêchez, eux, sont perdus. Donc il faut trouver un équilibre, et je trouve ce propos assez intéressant. C'est un jeu que j'ai utilisé en formation jeu écologie. Je trouve ça très fort d'arriver à insuffler un propos sur la surpêche, sur la surconsommation, sur la préservation, la conservation des océans dans le gameplay. Le problème, c'est qu'il faut que le jeu il soit fun aussi, c'est ça qu'on lui demande, et moi j'ai trouvé Conservas extrêmement répétitif. En termes de manipulation, c'est vraiment hyper lourd. Pour chaque bateau que vous possédez, vous devez à chaque tour plonger la main dans le sac, ressortir 5 jetons poissons et choisir où vous les placez sur votre bateau, lequel vous pêchez pas. Et vous devez répéter l'opération pour chaque bateau que vous avez. Alors en début de partie ça va, mais à la fin c'est vraiment extrêmement pénible. Et puis le reste, ça va être de la résolution, etc. Compter les jetons, les remettre, attention, est-ce que j'ai gardé assez de jetons dans mon sac? Et en fait, une fois qu'on a compris ce twist-là, ce propos-là, ben, le jeu devient extrêmement répétitif parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour gagner. On va pas spécialement avoir tendance à prendre des risques, etc. On peut acheter des améliorations que moi j'ai trouvées assez surfaites, assez pénibles à comprendre et plus fastidieuses à réaliser qu'autre chose, et on a juste envie de garder son pognon, de garder ses poissons, de juste dépenser ce qu'il faut, sans aucun écart, sans aucune folie qu'on pourrait se permettre dans nos actions, et on déroule ce plan-là, et on gagne. Et je trouve qu'une fois qu'on a compris le twist, le jeu
perd vraiment en intérêt, on n'a pas nécessairement envie d'y revenir, et c'est ça tout le paradoxe du jeu, c'est que la force de son propos politique dessert en fait le fun de son gameplay, et donc comme souvent, c'est difficile d'avoir un jeu qui soit à la fois très fort, très pertinent dans le message qu'il fait passer par les mécaniques de jeu, et qui en même temps reste accrocheur et fun, quoi. Donc moi, Conservas, c'est très bien pour le présenter en formation, mais pour y jouer tout seul chez moi, franchement, je m'ennuie très fort, un peu comme la pêche, hein. C'est un jeu qui va évidemment aller en dessous de Color World, qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus immédiat, beaucoup plus ludique en fait, même si lui n'a aucune trace de propos politiques. Donc c'est tout le paradoxe, toute l'ambivalence du jeu, mais je dois bien reconnaître que je me suis un peu embêté. Ensuite, je vais vous parler de Tirnanog, un jeu de chez Lucky Duck Games, qui développe vaguement une thématique celtique avec des divinités, etc. Bon, clairement, c'est un jeu abstrait, hein. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir faire un tableau de cartes, hein, comme il en existe tant, avec 3 lignes horizontales, chacune ayant son propre objectif, sa propre façon de scorer des points. À chaque partie, tout le monde va avoir les mêmes, on va les tirer au hasard. Il y a une assez grande variété, donc ça renouvelle en tout cas les façons de scorer. C'est pas pour autant que ça renouvelle le plaisir de jeu, ça c'est une autre histoire. Mais on va vous dire par exemple, agence tes cartes dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant, fais des séries de couleurs, ce genre de choses. Par-dessus ça, on va avoir une mécanique de récupération de cartes qui m'a fait penser au Istari Spirium. Donc on a chacun 3 petits ouvriers et on va à chaque tour les placer entre 2 cartes. Et donc, je pourrais soit collecter celle d'un côté, soit celle de l'autre côté. Une fois qu'on a chacun placé, on va résoudre dans l'ordre inverse du tour. Donc, celui qui a placé en dernier sera prioritaire. Je trouve ce côté Snake assez intéressant. Je pense qu'une fois qu'on a quelques parties dans les pattes, on peut se débrouiller avec ça, on peut se dire « Ok, je suis premier joueur, donc cette carte-là, on me la piquera forcément. Comment est-ce que je prends cette donnée-là en compte? Comment est-ce que je me rabats sur autre chose ?» Après, c'est pas non plus très punitif comme peut l'être un Spirium, parce que si notre ouvrier se retrouve isolé, on aura le droit en fait de récupérer n'importe quelle carte. Donc voilà, c'est pas non plus le jeu le plus tendu de la Terre. La tension, elle monte néanmoins en puissance au fur et à mesure que la partie avance, parce que à chaque fin de manche, on va devoir défausser une carte de notre main. Et donc, il y a un vrai côté gestion de main qui arrive où, à chaque fois qu'on récupère une carte, on va en poser une après, mais on aura de moins en moins de latitude dans ce qu'on peut garder en main ou pas. Donc, plus la partie avance, plus nos choix sont contraints. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais bon, ça reste un jeu assez cérébral, il faut vraiment se concentrer sur son tableau, on fait chacun un petit peu son tableau dans son coin. Il y a très peu d'effets d'interaction directe, il y a d'ailleurs très peu d'effets tout court, hein. La plupart du temps ça va être des cartes avec juste un chiffre et rien de plus. Et donc le jeu n'a pas une profondeur dingue, le thème est complètement absent. Il y a eu un effort d'habillage qui a été fait sur le nom des divinités, etc. Mais vraiment, on pense pas du tout à ça quand on joue. Et le jeu, au final, n'est pas très excitant dans ce qu'il nous propose de faire. Mais j'ai tout de même apprécié les 3 parties que j'en ai faites. Je trouve cet ordre du tour vraiment bien pensé. Le fait qu'on se pose puis qu'on ramasse en snake, je trouve que ça réinjecte un petit peu d'échange avec les autres joueurs dans un jeu qui autrement aurait été vraiment très froid. Mais bon, ça a ses limites, hein. Franchement, aller bloquer des adversaires, ça se fait pas toujours. Donc je trouve le jeu plaisant, bien illustré, plutôt bien pensé, etc. Maintenant, des jeux de construction de tableaux comme ça, il y en a des tas et des tas. Moi, je préfère vraiment l'attention d'une petite bourgade, par exemple, où on va vraiment chercher à s'embêter, on va vraiment chercher à annoncer une ressource qui bloque en même temps nos adversaires. Et ici, au-delà de l'optimisation pure et dure, il n'y a rien de bien excitant à aller chercher. Donc c'est un jeu qui m'a davantage plu que Conservas, mais qui va aller en dessous de Color World, bien évidemment. Ensuite, je vais vous parler de Scoville. C'est la réédition d'un vieux jeu que j'avais repéré il y a longtemps sur Dice Tower, qui a comme Conservas une thématique assez rigolote. C'est un jeu où on va récupérer des piments et on va essayer de faire des croisements de piments pour avoir des variétés toujours plus exotiques. C'est un jeu qui a l'air comme ça d'être une grosse boîte, d'être un jeu expert, etc. et qui pourrait presque être qualifié de familial dans la simplicité de ses règles. C'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement épuré. À chaque tour, on a d'abord une enchère pour se positionner dans l'ordre du tour. Après, on va pouvoir planter un piment dans le grand ensemble au milieu. On va ensuite déplacer notre petit meeple et récolter les croisements de piments des cases par lesquelles on passe. Donc on est toujours
entre deux piments, et on va avoir une espèce de gigantesque tableau à double entrée qui donne vraiment mal à la tête, hein, digne du tableau de Mendeleïev, mais qui va nous montrer les croisements entre les différents piments. Donc si je mets entre un rouge et un bleu, j'obtiens ça, etc. Il y a une logique, hein, dans le croisement des couleurs primaires, etc. Mais quand même, il faut du temps avant de retenir vraiment par cœur ce qu'on va obtenir en fonction des croisements. Et donc on a pas mal le nez fourré sur ce tableau pour se souvenir de ce qu'on obtient dans les différents croisements et réfléchir à ce qu'on veut gagner et le chemin par lequel on veut passer. Donc c'est assez casse-tête. Puis après, ces piments, on va tout simplement pouvoir les échanger contre des cartes qui nous donnent des points de victoire ou qui nous donnent d'autres piments. Et c'est un jeu que certains qualifieront péjorativement de jeu de dinette, dans le sens où on gagne des trucs pour les échanger contre d'autres trucs, qu'on va ensuite rééchanger contre d'autres machins, qu'on va ensuite planter au milieu pour pouvoir gagner ceci, etc. Et donc c'est vraiment un pur jeu marchand, d'échange de ressources. Moi j'aime bien ce côté épuré et assez simple d'accès dans les règles, avec ce côté vraiment à l'ancienne des enchères à points fermés qui est assez intéressant, parce que des fois on a envie d'être premier joueur pour aller récupérer telle carte qui va nous donner ces piments-là. Des fois on a envie d'être dernier pour profiter du piment que l'adversaire va planter, par exemple. Il y a des petits jeux de combo où je vais acheter telle carte pour ensuite récupérer telle autre, etc. Ça peut être assez plaisant. Et le matériel est assez cool, hein. Tous ces petits piments à manipuler, qu'on va planter pour faire le champ de piment comme ça au milieu qui va petit à petit se propager. C'est assez cool. Mais par contre, c'est un jeu qui peut provoquer une analyse paralysis de tous les diables. Vraiment avec cet almanach-là, donc il faut croiser toutes les possibilités, toutes les options de récupération de piments, où il faut vraiment réfléchir à chaque choix, à l'ordre dans lequel on va se déplacer pour récupérer tel ou tel piment, pour après ensuite faire cette carte-là, mais on se rend compte qu'en fait, il nous en manque un. Si on veut revenir en arrière, c'est la catastrophe. Et le jeu peut se jouer jusqu'à 6, quoi. Et là, niveau downtime, vous allez prendre une sacrée tarte dans la tronche. En même temps, un jeu où il y a des enchères, où il y a de la course pour obtenir des cartes, etc., on a envie de le pratiquer à nombreux. Et en même temps, wow, assurez-vous de jouer avec des gens qui savent prendre rapidement des décisions, qui sont pas en train de jouer leur vie à chaque coup, parce que sinon, ça va vraiment être un carnage. Vraiment, je pense pas que c'est un jeu que je pourrais recommander. J'aime bien sa simplicité, j'aime bien son thème, son côté coloré, etc. Mais pour moi, il a vraiment vieilli dans ce qu'il propose. C'est trop mathématique, ça demande vraiment trop d'anticipation, trop de programmation, et je préfère l'optimisation d'un Tirnanog qui est quand même plus simple dans ses choix, et où les possibilités justement vont se resserrer au fur et à mesure de la partie. Dans Scoville, c'est l'inverse. Les premiers tours sont assez fluides, on se dit « Ah, c'est chouette, c'est agréable », et on arrive en fin de partie, et là, c'est la catastrophe, parce qu'il y a des piments dans tous les sens, on veut être sûr de pouvoir récupérer cette carte-là, et donc on va planifier tous ces chemins, etc. On peut ajouter en plus des cartes spéciales qui vont nous permettre de faire demi-tour, d'ajouter un pas en plus, etc. Les possibilités sont beaucoup trop foisonnantes et beaucoup trop lourdes à calculer. Dans Tirnanog, plus on avance, moins on a de place pour nos cartes en main, et donc les choix vont gagner en évidence sans perdre en tension. Donc c'est un truc que je reconnais à Tirnanog et qui fait que Scoville m'a paru absolument indigeste, hein, comme un piment un peu trop piquant. Bon, je préfère quand même ce côté épicé, coloré, à la sécheresse du gameplay de Conservas. Bon, j'arrête là les métaphores culinaires, vous m'avez compris. Et enfin, je vais déterrer contre toute attente un jeu que tout le monde a boudé, parce que beaucoup de gens, moi le premier, ont trouvé Evacuation pas ouf, et se sont dit « Vladimir Souris, après Woodcraft, franchement, on n'en peut plus, arrête de nous faire des jeux pas terminés ». Et j'ai vu énormément de monde dire du mal de Rezafa, et en fait, on a trouvé ça bien. À la lecture des règles, j'ai pas eu une bonne première impression. Dans Rezafa, il y a 4 couleurs de cartes qui vont chacune permettre de monter sur des pistes et qui vont en plus proposer des actions. Et j'ai eu l'impression que ces actions, c'était vraiment des mini-jeux déconnectés les uns des autres. Il y avait un manque d'élégance dans le game design assez flagrant. Et puis surtout, c'est esthétique, quoi. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment à l'ancienne, marronasse, très pâle, très livide,
pas du tout engageant. L'édition est vraiment peu clinquante, les visuels sont datés, l'iconographie est peu évidente, et puis il y a certaines cartes qui sont pas dans le livret de règles. Mais, en fait, le jeu est vraiment plaisant et nous a donné envie d'y revenir. On a des choix cornéliens entre des bonus à court terme et puis des montées de pistes à long terme. Il y a plein de petites courses sur ces pistes qui sont assez intéressantes, qui créent une vraie tension. Chaque couleur de carte va être associée à des bonus différents. On va pouvoir un petit peu récupérer des nouvelles cartes pour construire notre main. Et à la manière d'un Concordia, quand on joue une action, on sait qu'on la récupérera pas avant un certain temps. Donc on va vraiment devoir bien réfléchir l'ordre dans lequel on priorise nos actions. Puis il y a une zone du plateau qui est assez intéressante, c'est la construction de canaux qui vont être associés à un décompte de pluie avec des gouttes d'eau qui vont tomber, suivre les chemins des tuiles par lesquelles ils passent et faire scorer des points de victoire. La manière de scorer des points n'est vraiment pas élégante. Vraiment, les points sont doublés, etc. Les tuiles font des points, même si la goutte d'eau passe pas, mais elles en font plus si la goutte d'eau passe, etc. C'est un peu alambiqué, mais par contre, ça crée une vraie interaction dans la manière dont on va se piquer ces gouttes d'eau et chercher à les réorienter vers chez nous. Un petit peu à la façon d'un barrage, en fait. Le jeu m'a provoqué des sensations de barrage là-dessus. Il y a une mécanique de pick-up and delivery, donc on récupère des ressources et on les amène ailleurs, qui est assez classique, mais qui peut être très satisfaisante, parce que vous pouvez faire des tours un peu miracles, où vous faites 20 points de victoire d'un coup si vous goupillez bien votre bazar. Et la gestion de main force vraiment à s'adapter, et vraiment on a ressenti beaucoup de plaisir en fait. Je trouve que les actions sont satisfaisantes. À chaque fois qu'on joue une carte, on doit choisir entre monter sur une piste, récupérer un bonus dans la couleur associée, etc. Les choix sont assez riches en fait. Il y a à la fois des bonus un peu effet boule de neige, notamment dans les jardins qu'on construit, qui vont pouvoir nous permettre au fur et à mesure qu'on crée un paysage comme ça en diagonale, d'activer plusieurs fois nos tuiles, et en même temps le jeu ne tombe pas dans l'écueil de certains Eurogames modernes qui vous font crouler sur les ressources. Là on va être constamment en manque de quelque chose, que ce soit la pierre pour construire des nouvelles tuiles et avoir accès à de nouvelles actions, que ce soit ces tuiles carrées un petit peu plus rares qu'on va petit à petit poser sur notre plateau personnel pour avoir accès à un multiplicateur de points de victoire dans certaines catégories. Vraiment, avec Mounir, on a trouvé ça très chouette, très intéressant, et on a envie de continuer à y revenir, on a envie de continuer de le creuser, de l'essayer, pourquoi pas, à un peu plus de joueurs pour vraiment voir comment peut se déployer cette interaction sur l'eau qui s'écoule. Et donc Rezafa, c'est une bonne surprise, aussi peut-être parce qu'on en attendait vraiment pas grand-chose au vu de comment plein de gens ont un retour très négatif, mais je vous invite à vous pencher dessus. Nous, c'est vraiment un jeu qui nous a positivement surpris et qui propose des choix vraiment intéressants, vraiment assez profonds, qui donnent envie d'y revenir. Bon, Rezafa, il va quand même aller en dessous de Color Words, qui est beaucoup plus immédiat, beaucoup plus fluide dans son expérience de jeu, mais vraiment, ça reste un jeu à surveiller, et avec beaucoup plus de profondeur qu'un Scoville ou qu'un Tirnanog, par exemple. C'est tout pour la pile du jour avec Conserva, Scoville, Tirnanog, Rezafa et Color Words. Merci beaucoup de m'avoir regardé. N'oubliez pas le Ko-fi, ko-fi.com/rue du jeu si vous voulez soutenir mon travail. Jouez bien par chez vous. Ciao, ciao!